Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce qu'une partie de vous refuse que 2026 ressemble à 2025, ou à 2024, ou à toutes ces années où vous vous êtes promis que cette fois, ce serait différent. Et je ne vais pas vous mentir. Cette vidéo ne contient aucune formule magique, aucun secret que les sages vous auraient caché, aucune routine miracle qui transformera votre vie en 30 jours. Mais elle contient quelque chose de bien plus précieux, une vérité que Marc Aurèle connaissait il y a 2000 ans, et que la science moderne vient seulement de confirmer. Une vérité si simple, qu'elle en est presque décevante. Et pourtant, elle sépare ceux qui évoluent de ceux qui stagnent. Cette vérité, la voici. Vous ne changerez jamais votre vie en changeant vos actions. Vous la changerez en changeant la façon dont vous interprétez vos échecs. Restez avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi tout ce qu'on vous a appris sur la transformation personnelle était incomplet. Et surtout, comment corriger cela? On vous a menti. Toute votre vie, on vous a répété que pour changer, il fallait plus de volonté, plus de discipline, plus d'efforts. Réveillez-vous plus tôt, travaillez plus dur, soyez plus rigoureux. Et vous avez essayé, n'est-ce pas? Vous vous êtes battu contre vous-même. Vous avez serré les dents. Vous avez tenu 2 semaines ou 1 mois avant que tout s'effondre. Et là, une voix cruelle a murmuré dans votre tête. Tu vois, tu n'as pas assez de volonté, tu n'es pas fait pour ça. Mais voici ce que cette voix ne vous dit pas. Le problème n'était pas votre manque de volonté. Le problème, c'était que vous combattiez avec la mauvaise arme. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font, pas ses actions, ses pensées. Carol Dweck, psychologue à Stanford, a passé 40 ans à étudier pourquoi certaines personnes évoluent tandis que d'autres stagnent. Sa découverte bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur le changement. Elle a identifié 2 types de mentalités, le mindset fixe et le mindset de croissance. Le mindset fixe croit que vos capacités sont gravées dans le marbre, que vous êtes né avec certains talents et certaines limitations, que l'effort est humiliant parce qu'il révèle que vous n'êtes pas naturellement doué, que l'échec prouve votre incompétence. Le mindset de croissance, lui, comprend que chaque limitation actuelle est temporaire, que l'effort n'est pas une faiblesse, mais le chemin obligé vers la maîtrise, que l'échec n'est pas un verdict, mais une information. Et voici le point crucial. Ces 2 mentalités ne décrivent pas qui vous êtes. Elles décrivent comment vous pensez. Et ce que vous pensez peut changer. Mais il y a un premier obstacle, presque invisible, qui vous maintient prisonnier du mindset fixe. Un piège linguistique si subtil que vous ne le remarquez même plus. Écoutez attentivement les phrases que vous prononcez dans votre tête. Je ne suis pas doué avec les chiffres. Je n'ai jamais été organisé. Je ne suis pas du genre créatif. Je ne peux pas. Vous entendez ce que ces phrases ont en commun? Le verbe être, pas faire. Être, chaque fois que vous utilisez « je suis » pour décrire une limitation, vous ne décrivez pas une situation temporaire. Vous définissez une identité. Vous transformez un état passager en caractéristique permanente. Et votre cerveau vous prend au mot. Si vous êtes quelqu'un de pas organisé, pourquoi essayer de vous organiser? Ce serait aller contre votre nature. Sénèque l'avait compris. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Mais il existe un mot minuscule qui peut tout changer. Un mot qui reprogramme votre cerveau et ouvre la porte de la transformation. Ce mot, c'est « encore ». Je ne sais pas faire cela. Encore. Vous saisissez la nuance? Ce simple mot déplace votre limitation du royaume de l'identité vers le royaume du processus. Vous n'êtes plus quelqu'un qui ne peut pas. Vous êtes quelqu'un qui ne peut pas encore. Qui est en chemin. Qui apprend. Et neurologiquement, tout change. Votre cerveau cesse de chercher des confirmations de votre incompétence. Il commence à chercher des stratégies d'amélioration. Voici un exercice que je vous demande de faire maintenant, pas demain. Prenez 3 phrases négatives que vous répétez sur vous-même. Des phrases avec « je suis » ou « je ne peux pas ». Écrivez-les. Puis réécrivez-les. Avec encore « je ne sais pas parler en public » devient « je ne maîtrise pas encore l'art de parler en public ». Je ne suis pas discipliné devient « je n'ai pas encore construit les systèmes qui soutiennent ma discipline ». C'est un micro-changement. Mais les révolutions ne commencent jamais par des gestes grandioses. Elles commencent par de minuscules fissures dans les certitudes. Mais attention, changer votre vocabulaire ne suffit pas. Parce qu'inévitablement, vous allez vous confronter à l'épreuve la plus difficile du changement. L'échec. Parlons franchement. Vous avez déjà échoué. Probablement même récemment. Vous avez essayé quelque chose. Vous vous êtes exposé. Vous y avez cru. Et ça n'a pas marché. Et après cet échec, une voix a prononcé le verdict. Tu vois, tu n'es pas capable. Cette voix, c'est le mindset fixe.
et son interprétation de l'échec est dévastatrice. Si vous échouez, c'est parce que vous êtes insuffisant. L'échec révèle votre vraie nature. Mais voici ce que les stoïciens savaient, et que Carol Dweck a scientifiquement validé. L'échec ne dit rien sur qui vous êtes. Il dit tout sur ce qui ne fonctionne pas encore. Épictète enseignait à ses disciples. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Reformulons. Ce n'est pas l'échec qui vous détruit. C'est votre interprétation de l'échec. 2 personnes échouent à la même tâche. La première pense « Je suis nul », elle abandonne. Non seulement cette tentative, mais l'idée même qu'elle pourrait réussir un jour. La seconde pense « Cette approche n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que cela m'apprend ? Même échec. 2 destins radicalement différents. La différence n'est pas dans les faits. Elle est dans l'interprétation. Alors voici 3 questions que vous devez vous poser systématiquement après chaque échec. Première question. Qu'est-ce que cet échec m'enseigne de précis ? Pas de généralité. Pas de « je suis mauvais ». Des faits. J'ai sous-estimé le temps nécessaire. Je n'avais pas les compétences requises. Mon environnement n'était pas adapté. Deuxième question. Quelle est une chose concrète que je peux faire différemment ? Une seule. Pas 10. Une. Troisième question. Cet échec m'a-t-il éloigné ou rapproché de qui je veux devenir ? Parfois, l'échec vous rapproche, parce qu'il vous apprend, parce qu'il vous forge, parce qu'il élimine les illusions. Ces 3 questions transforment l'échec d'une sentence en diagnostic. Et un diagnostic, contrairement à une sentence, vous indique quoi ajuster. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que l'échec. Quelque chose que la plupart des gens fuient toute leur vie. Et c'est précisément ce qu'il faut apprendre à chercher. Il existe une illusion tenace dans l'esprit humain. L'idée que quand vous êtes sur le bon chemin, tout devrait couler naturellement. Que la vraie vocation se reconnaît à sa facilité. Que si c'est difficile, c'est sans doute que ce n'est pas fait pour vous. Cette croyance détruit plus de potentiel que tous les échecs réunis. Parce que voici la vérité brutale. La croissance réelle ne se produit jamais dans le confort. Le confort préserve. Le confort maintient. Le confort stagne. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait « Ce qui ne nuit pas à la ruche, ne nuit pas non plus à l'abeille ». Mais il ajoutait aussi « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Carol Dweck a observé une chose fascinante. Les personnes avec un mindset fixe choisissent des tâches où elles savent qu'elles vont réussir. Elles cherchent à confirmer leurs compétences. Les personnes avec un mindset de croissance font l'inverse. Elles se placent délibérément dans des situations où elles savent qu'elles vont être inconfortables, maladroites, incompétentes, parce qu'elles comprennent que c'est là, et seulement là, que la compétence naît. Pensez à n'importe quelle compétence que vous admirez chez quelqu'un. Parler en public, diriger une équipe, tenir une discipline, créer du contenu, négocier, vendre. Dans tous ces domaines, le début est pénible. Vous êtes mauvais, vous tâtonnez, vous doutez. Et la plupart des gens interprètent cet inconfort comme un signal que ce n'est pas pour eux. Ils reculent vers leur zone de confort, là où ils savent faire, là où rien ne change. Si vous voulez que 2026 transforme votre vie, vous devez faire le contraire. Vous devez choisir délibérément l'inconfort. Voici ce que je vous propose. Identifiez une compétence que vous évitez précisément parce qu'elle vous effraie. Pas quelque chose de facile. Quelque chose qui vous fait penser « Je ne suis pas fait pour ça ». Maintenant, engagez-vous sur cette compétence pour les 6 prochains mois. Non pas pour devenir expert, mais pour accepter d'être mauvais au début. Et pour persister quand même. Si parler en public vous terrifie, entraînez-vous. Filmez-vous. Même si personne ne regarde. Si créer du contenu vous intimide, commencez. Même si c'est imparfait. Si une compétence technique vous semble inaccessible, étudiez les bases. Sans précipitation. L'objectif n'est pas la maîtrise immédiate. L'objectif est de rester dans l'inconfort assez longtemps pour que votre cerveau commence à s'adapter. Parce que le cerveau est plastique. Il apprend. Il évolue. Il transforme le chaos en clarté. Mais seulement si vous restez sur le champ de bataille. Et voici un détail crucial. L'inconfort, quand il est accepté, cesse d'être un ennemi. Il devient une boussole. Si vous ne vous sentez jamais incompétent, c'est que vous ne vous challengez pas assez. L'inconfort n'est pas un signe que vous êtes au mauvais endroit. C'est un signe que vous êtes exactement où vous devez être pour grandir. Mais il y a un obstacle aussi puissant que la peur de l'échec, la peur du jugement. Peu de choses paralysent autant que la critique. Quelqu'un pointe une faille, suggère que vous auriez pu faire mieux, montre sa désapprobation. Et soudain, tout votre système interne hurle. L'insécurité explose. Les défenses se lèvent. Vous cherchez à fuir ce sentiment inconfortable d'être jugé. Vous sentez que ce n'est pas seulement votre action qui est critiquée. C'est vous. C'est la réaction classique du mindset fixe. Toute critique est une menace pour votre valeur en tant que personne. Vous vous fermez. Vous contre-attaquez. Vous justifiez. Ou pire, vous vous jugez sévèrement en silence et commencez à douter de vos capacités.
Mais la critique ne vous détruit que quand vous la voyez comme une attaque, pas comme une opportunité. Sénèque écrivait « Si quelqu'un te dit que tu as mal agi, réfléchis si c'est vrai. Si c'est vrai, corrige-toi. Si ce n'est pas vrai, rise de l'accusation. » Les personnes avec un mindset de croissance apprennent à répondre à la critique d'une manière totalement différente. Elles comprennent que le feedback, même maladroit, même mal formulé, peut contenir des vérités puissantes. Elles ne nient pas la douleur initiale, mais elles entraînent leur esprit à la traverser. Elles respirent, elles observent, et elles demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Voici un processus en 4 étapes pour transformer la critique en carburant. Première étape, la pause consciente. Quand vous recevez une critique, votre réaction automatique sera de vous défendre. C'est normal, mais entraînez votre esprit à ne pas réagir immédiatement. Respirez. Retenez l'impulsion de riposter. Donnez-vous l'espace de traiter avant de répondre. Deuxième étape. Cherchez la valeur cachée. Même si la critique a été mal délivrée, avec jugement ou arrogance, demandez-vous, y a-t-il au moins 10% de vérité utile ici? Presque toujours, il y en a. Cela peut concerner votre posture, votre communication, votre méthode, votre attention. Identifiez ce qui est pertinent et ignorez le reste. Troisième étape. Remerciez avec maturité. Oui, cela peut sembler contre-intuitif, mais remercier quelqu'un pour sa critique, même inconfortable, est un signe de force, pas de soumission. Dire quelque chose comme « Merci de m'avoir montré cette perspective » brise le cycle défensif et ouvre l'espace pour un dialogue constructif. Quatrième étape. Extraire une action spécifique. Transformer la critique en prochaine étape. Demandez-vous « Que puis-je faire différemment à partir de maintenant ?» La critique n'a de valeur que si elle vous met en mouvement. Sinon, c'est du poids mort. Par exemple, imaginez que vous présentez un projet et qu'on vous dit que l'explication manquait de clarté. Le mindset fixe entend « Tu es incompétent ». Le mindset de croissance dit « Je dois améliorer ma communication ». Et à partir de là, vous pouvez décider d'étudier les techniques de présentation, de pratiquer davantage ou de demander un feedback plus spécifique. Pensez à l'impact de cela en 2026. Si vous apprenez à répondre aux critiques avec curiosité plutôt qu'avec défense, vous transformez vos critiques en professeurs involontaires. Vous grandissez même quand on vous attaque. Vous évoluez même quand on se trompe sur vous. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore qui empêche les gens d'avancer. Ce n'est pas la peur de l'échec. Ce n'est pas la peur de la critique. C'est l'obsession de la perfection. Il existe un piège silencieux qui sabote les personnes brillantes. Il ne se révèle pas au début, quand l'enthousiasme du changement est à son maximum. Il n'apparaît pas non plus explicitement comme un échec visible. Il se déguise en exigence noble, en standard élevé, en « je n'accepte rien de moins que le meilleur ». Mais derrière cette façade perfectionniste se cache l'une des plus grandes causes d'abandon précoce, l'incapacité à reconnaître et valoriser le progrès. Vous avez vécu cela. Vous avez commencé quelque chose de nouveau, une habitude, un projet, un changement. Vous avez tout bien fait pendant quelques jours, quelques semaines. Et pourtant, quand vous vous êtes regardé dans le miroir, vous n'avez vu aucun changement significatif. L'anxiété s'est installée, l'impatience a grandi, et au lieu de célébrer les pas franchis, vous avez tout dévalorisé, parce que vous étiez encore loin de l'idéal. C'est la logique du mindset fixe. Si le résultat n'est pas parfait, c'est comme si rien ne s'était passé. Si ce n'est pas un succès complet, c'est un échec complet. Marc Aurèle l'avait compris. Ne méprise pas la mort, mais accueille-la de bon gré, car elle aussi fait partie de ce que veut la nature. Il parlait d'accepter le processus naturel, pas seulement le résultat. Carol Dweck a observé que les personnes qui croissent constamment ont un trait commun. Elles savent valoriser le processus. Elles peuvent se sentir fières d'un petit progrès, d'un risque pris, d'une tentative honnête, même quand le résultat est encore imparfait. Elles n'attendent pas d'atteindre le sommet pour sentir qu'elles vont bien. Elles savent que chaque pas, aussi petit soit-il, fait partie du voyage. Voici une pratique concrète qui peut complètement changer votre relation au progrès. Le rituel des victoires hebdomadaires. Voici comment cela fonctionne. À la fin de chaque semaine, choisissez un jour fixe, comme le dimanche. Vous allez noter 3 victoires de la semaine, mais avec une règle importante. Au moins une de ces victoires ne peut pas être liée au résultat, mais plutôt à l'effort ou à l'évolution interne. Exemple de victoire valide, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des semaines. Pas pour ce qui a été fait, mais pour avoir vaincu la résistance. J'ai étudié même quand je n'en avais pas envie, parce que cela montre de la constance. J'ai demandé de l'aide au lieu de prétendre que je savais tout, parce que cela montre de l'humilité et une volonté de grandir. J'ai été critiqué, et au lieu de réagir, j'ai écouté et appris quelque chose, parce que c'est de la maturité émotionnelle. J'ai essayé quelque chose de nouveau,
même avec la peur. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. Quand vous commencez à enregistrer et célébrer ces victoires, quelque chose de profond se produit. Votre cerveau commence à associer le bien, être au progrès, et non plus seulement à la perfection. Cela change complètement votre façon de vous motiver. Vous cessez d'attendre de grandes réussites pour sentir que vous êtes sur le bon chemin. Vous apprenez à vous nourrir du voyage lui-même. Et quand cela devient une habitude, non seulement vous grandissez plus vite, mais vous grandissez durablement. Parce que vous n'êtes plus motivé uniquement par la validation externe, mais par un sens interne de construction. Comprenez ceci. Vous ne devenez pas une meilleure personne quand vous atteignez un endroit lointain. Vous devenez une meilleure personne quand vous commencez à marcher et que vous ne vous arrêtez pas. 2026 sera extraordinaire. Non pas quand vous atteindrez des objectifs parfaits, mais quand vous apprendrez à reconnaître, avec gratitude et fermeté, chaque petite réalisation en chemin. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce qu'à un certain niveau, vous savez qu'il est temps d'arrêter de répéter les mêmes cycles. Il ne suffit plus de lister des objectifs, de créer des plans élaborés, ou de vous promettre que cette fois, ce sera différent. Quelque chose en vous veut plus que des changements superficiels. Vous voulez une transformation réelle. Et voici la vérité la plus libératrice et la plus exigeante à la fois. 2026 ne sera pas votre meilleure année à cause de ce que vous accomplirez, mais à cause de qui vous deviendrez en chemin. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'être différent. Il s'agit d'opérer depuis une nouvelle perspective, depuis un nouveau point de départ mental. Récapitulons les pratiques que vous pouvez appliquer maintenant. Pas en janvier, pas lundi prochain, aujourd'hui. 1. Utilisez le mot « encore » pour briser les étiquettes limitantes et réécrire votre identité en termes de développement. 2. Réinterprétez l'échec comme une information précieuse, pas comme une sentence personnelle. 3. Choisissez l'inconfort comme signe de croissance, pas comme quelque chose à éviter. 4. Transformez la critique en carburant, en l'utilisant comme point d'ajustement et d'expansion. 5. Célébrez activement et consciemment le progrès, en valorisant le voyage et pas seulement les résultats finaux. Mais surtout, comprenez ceci. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer. Vous devez simplement commencer en étant prêt à évoluer. Choisissez un domaine de votre vie où, jusqu'à présent, vous avez opéré avec un mindset fixe. Cette phrase silencieuse qui se répète dans votre tête, « Je ne suis pas doué pour ça. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai jamais pu. » Maintenant, transformez cette phrase. Ajoutez « encore ». Réécrivez-la. Et pendant les 7 prochains jours, faites une action minuscule. Une action si petite qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas la faire. Juste pour vous prouver à vous-même que vous êtes en mouvement. Pas pour vous sentir parfait, mais pour vous mettre en construction. 2026 commence maintenant. Pas sur le calendrier, pas à la fête du Nouvel An. Maintenant. Et chaque fois que vous agissez depuis ce nouveau mindset, vous façonnez concrètement la personne que vous serez quand décembre arrivera. C'est le genre de choix qui ne transforme pas seulement une année. Il transforme une vie entière. Marc Aurèle concluait ses pensées par ces mots. La vie d'un homme est limitée, mais si tu vis bien cette vie, elle suffit. Vous n'avez qu'une seule année 2026. Vivez-la bien. Si ce message a résonné en vous, écrivez en commentaire. Je choisis de grandir. Écrivez-le, pas seulement pour moi, mais pour vous-même, pour marquer cet instant comme un tournant, et quand vous aurez terminé, ne vous arrêtez pas ici. Continuez à explorer, à apprendre, à grandir, parce que votre 2026 a déjà commencé, et vous n'allez pas vous arrêter maintenant.